Salut, bienvenue dans cette vidéo sur l'hypnose aux urgences. Je me suis rendu au centre hospitalier de Mercy à Metz où je vais rencontrer le docteur Güler qui m'a formé et qui pratique régulièrement l'hypnose aux urgences. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Bonjour à tous, bon bah voilà, je suis aux urgences de Metz et je suis avec le docteur Güler. Donc bah écoute, je vais t'essayer de présenter tout de suite à la chaîne. Bonjour, docteur Güler Nazmine, médecin urgentiste depuis un certain nombre d'années, 2005. Ça fait presque 10 ans que je pratique l'hypnose en médecine d'urgence et depuis quelques années, depuis 2015, je suis à mi-temps en consultation d'hypnose et de thérapie brève. Donc j'ai cette casquette de la pratique de l'hypnose en aigu en médecine d'urgence, mais aussi en chronique, en consultation pour les pathologies chroniques. Bon Catherine, je vais te demander de mettre les mains comme ça. Et puis tu vas les refermer, voilà, et tu vas mettre les deux doigts comme ça, d'accord? Alors, tu vas les écarter juste de 1 cm. Voilà, donc on va faire cette petite vidéo ensemble. Et donc là, je vais te poser tout de suite une première question. Déjà, c'est quoi l'hypnose? Alors, c'est un état de conscience naturel, alors qu'on expérimente tous tout au long de la journée. Comme par exemple, quand vous conduisez votre voiture le soir en rentrant, vous allez vous rendre compte que vous êtes très vite arrivé devant la maison. C'est parce qu'une partie de vous conduit, est en mode automatique, et une autre partie de vous, en fait, est ailleurs, est en train de réfléchir, se projeter sur la soirée, ou tout simplement en train de se dire, est-ce que j'ai tout fait, en fait, sur mon lieu de travail. Ça peut être aussi l'état de transe des enfants, le monde de l'imaginaire de l'enfant. C'est aussi un état de transe du quotidien qui est naturel. Et finalement, l'hypnose qu'on va pratiquer dans les soins, c'est tout simplement un état de transe naturel qu'on va reproduire de manière intensifiée et accompagnée. Simplement observer ces deux doigts et en même temps suivre ta respiration sans faire d'effort. Accueillir l'air et l'oxygène qui arrive dans tes poumons naturellement. Très bien. Et alors du coup, il y a une question qu'on me pose assez souvent, c'est est-ce qu'on est tous réceptifs à l'hypnose? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas réceptifs. Alors c'est très bien que ça vient après la première question. L'hypnose est un état de transe modifié, naturel du quotidien. Donc ça veut dire qu'on est tous capables de l'expérimenter. En fait, il n'y a pas de personnes non réceptives. On va être réceptif à un moment donné lorsqu'il y a un objectif, lorsqu'il y a un soin par exemple aigu à faire. Donc les gens vont être tout de suite OK pour faire cette séance d'hypnose parce qu'ils veulent trouver un remède à leurs maux. Si jamais je leur propose de l'hypnose dans un cadre hors contexte, à un moment donné où ils n'ont pas d'objectif, ils vont peut-être être résistants. Et à 5, tu seras profondément endormi dans ce sommeil hypnotique pour faire ce qui est nécessaire pour toi. Voilà, c'est très très bien. Ok. Et donc aux urgences particulièrement, est-ce que tu peux me dire un peu quelles sont les indications? Enfin, quand est-ce que dans ta pratique aux urgences tu utilises l'hypnose? Oui, effectivement, on peut l'utiliser sur beaucoup de pathologies aux urgences parce que l'hypnose fait face à la gestion de l'anxiété et également de la douleur. Donc il faut savoir qu'aux urgences, tout malade qui arrive, il est au moins anxieux. Plus de 50% des demandes, c'est de la douleur. Donc ça marche sur la douleur et l'anxiété. Donc on peut dire que quelque part, on peut le pratiquer sur quasiment tous les patients. Le déconnecter à partir de l'épaule, jusqu'au bout des doigts. Tu vas remarquer qu'à partir de l'épaule, c'est débranché. Et ce bras-là est encore plus endormi, il est totalement endormi, il y a des fourmis qui arrivent et il s'endort totalement. Ok, et donc du coup, je me demandais, enfin, la question qu'on se pose également aussi, c'est est-ce que sur la douleur, l'hypnose remplace l'anesthésie? Est-ce que ça remplace, oui, les médicaments d'anesthésie? Alors c'est un vrai sujet, je ne dirais pas que l'hypnose remplace, ce serait illusoire de croire en fait que l'hypnose remplace, parce qu'en réalité c'est une technique complémentaire. Donc je vais l'utiliser effectivement à un moment donné, alors des fois qu'avec de l'hypnose, mais aussi avec un complément de médicaments. Donc c'est une technique pour moi qui est clairement complémentaire. À partir de maintenant, voilà, cette main-là, elle est comme suspendue, accrochée à des ballons. Là. Et elle respire avec la poitrine naturellement alors que le corps fait ce qu'il a à faire. Voilà, c'est très très bien. Ok, d'accord, bon super, et merci pour la réponse. Et est-ce qu'aux urgences, pour la pratique de l'hypnose, il y a des contre-indications où on ne peut pas faire de l'hypnose, par exemple, chez certains patients Alors oui, il y a une seule contre-indication, ce sont les pathologies psychiatriques décompensées, parce que dans un état hypnotique, en fait, quelque part, le malade est dissocié. Il est là sans être là, alors qu'il a conscience de son environnement. La personne, en fait, qui a une pathologie psychiatrique décompensée est déjà dissociée, donc en fait, on va l'aggraver. Donc c'est une contre-indication formelle, oui. Et tu profites dans cet endroit sûr pour faire tout ce que tu as à faire. En même temps, les oreilles, elles entendent que ce qui l'intéresse. Que ce qui lui font du bien. Voilà. Très très bien.
Du coup, autre question également, est-ce que l'hypnose ça marche pour la lutte contre l'arrêt du tabac par exemple ou les phobies? Alors, c'est une technique parmi d'autres pour faire face effectivement à l'arrêt du tabac, aux phobies. Oui, j'utilise l'hypnose en tout cas et les thérapies brèves. Je pense qu'en fait l'hypnose tout court, tout simple peut être insuffisante. Il faut quand même avoir un bagage de thérapie brève pour faire face à l'arrêt du tabac, aux phobies et même au stress post-traumatique. Donc, il ne ressent plus rien du tout le temps de la séance. Plus rien. Voilà, c'est très très bien. Et ça fait tellement du bien de ressentir tout ça. C'est confortable, agréable. Voilà, c'est très très bien. Ok, très bien, bah merci. Et s'il y a des gens qui nous regardent là et qui se disent bah peut-être que j'ai envie de faire un peu d'hypnose pour essayer le sevrage de tabac ou lutter contre ma phobie, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour aller faire de l'hypnose? C'est vrai que moi qui fais de la consultation, la première chose que je regarde, c'est si, en tout cas dans toute pathologie, notamment dans la prise en charge de la douleur ou des phobies, c'est est-ce que toute l'exploration somatique, en tout cas physique, en fait, a été réalisée, parce que c'est quand même important de savoir si les douleurs ne sont pas en lien ou le sevrage tabac ne sont pas en lien avec des psychotraumas, donc tout ça c'est à explorer. Je dirais que c'est intéressant en fait que les personnes choisissent des personnes compétentes. Moi qui fais de la consultation, en tout cas ce qui est important, c'est qu'en fait vous avez en face de vous un soignant compétent qui est capable de faire l'exploration somatique, c'est-à-dire l'exploration en fait des maux du corps physique et qui soit capable de passer la main quand il voit qu'il y a quelque chose de plus compliqué. Pour un sevrage tabac par exemple, on peut demander un sevrage tabac, mais si derrière j'ai des psychotraumas ou des moments difficiles dans ma vie, des pathologies en fait qu'il faut explorer, il y a peut-être des choses à faire avant d'arrêter de fumer. Et c'est important en fait qu'on puisse passer la main quand ça dépasse nos compétences. Voilà, c'est très très bien. Voilà, c'est super. Voilà. Alors justement, c'est ma question d'après, bah, merci pour la transition, c'est là il y a peut-être des soignants qui regardent la vidéo et qui disent bah moi j'aimerais bien faire de l'hypnose aussi pour mes patients. Comment est-ce qu'on fait pour se former? Où est-ce qu'on va? Auprès de qui? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller en fait? Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait ce soit un soignant qui forme un soignant. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui n'est pas dans les soins puisse avoir les clés pour transmettre l'hypnose dans les soins. Je pense que les soins, c'est déjà une vraie expertise et l'hypnose est un outil complémentaire qu'on va rajouter dans notre arsenal thérapeutique. Donc il faut que ce soit un soignant qui forme un soignant. Donc il va se réveiller. Je rebranche tout exactement à cet endroit-là et tu vas remarquer que petit à petit, cette main-là, elle va ressentir comme avant toutes les sensations. Et d'ailleurs, elle va commencer à bouger parce qu'elle ressent un peu les sensations, comme si elle se réveillait tranquillement. Voilà, c'est très très bien. Ok, très bien, bah merci. Et est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous raconter en fait sur ton expérience en tant que médecin urgentiste en pratiquant l'hypnose aux urgences? J'ai une histoire de patient en fait qui me vient en tête là en parlant de la réceptivité, parce qu'en fait il y a quelques années nous avons reçu en fait un patient qui faisait un infarctus du myocarde, donc une crise cardiaque, et qui était tellement anxieux qu'il voulait signer la décharge pour s'en aller. Alors c'est des choses des fois qui arrivent, c'est-à-dire qu'on est tellement sidéré par l'anxiété qu'on est capable de devenir déraisonnable. Donc ce patient là, je lui ai proposé de l'hypnose pour gérer son stress. Alors évidemment que je ne vais pas déboucher une artère avec de l'hypnose, mais l'idée c'était de gérer sa douleur et son stress. On a pu effectivement diminuer son stress, il a accepté de faire l'examen, il a fait un état de transe très profond et ça s'est très très bien passé. Alors dans un second temps, la famille me l'a adressé pour gestion de son anxiété au quotidien parce que c'était un anxieux très très sévère et du coup en consultation ça n'a absolument pas marché, il était extrêmement résistant parce qu'il estimait qu'il gérait très bien son stress alors qu'en fait c'était la famille qui était plaignant, donc il n'avait pas d'objectif et donc du coup ça n'a pas marché. Donc vous voyez bien que dans un contexte on peut être très réceptif, mais dans un autre contexte, alors qu'on n'a pas de demande, on peut ne pas être réceptif du tout. Voilà, tu peux prendre une grande inspiration, t'étirer au niveau des bras et des jambes, comme si tu te réveillais le matin, ouvrir les yeux, 3, tu vas te sentir en pleine forme, 2, et puis 1, la séance est terminée, bravo. C'était une super séance. Ok, très bien. Et ben merci du coup vraiment pour le retour. Et on va peut-être terminer la vidéo là-dessus. Une dernière petite question. L'auto-hypnose, parce que moi du coup j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, notamment ça m'avait aidé à lutter contre ma phobie du sang. Enfin j'étais hématophobe grâce à ça. Et maintenant l'auto-hypnose c'est quelque chose que je pratique également assez régulièrement, notamment pour me préparer avant les interventions SMUR, c'est un peu difficile. Et est-ce que tu as des conseils éventuellement ou des informations à nous parler un petit peu de cette auto-hypnose? Alors merci pour cette question. Alors effectivement, tout personnel formé à l'hypnose est capable
capable de faire de l'auto-hypnose pour soi. C'est-à-dire que si je suis capable de gérer les émotions et la douleur de l'autre, j'ai aussi les outils pour gérer ma propre anxiété, ma propre douleur. Je pense que c'est un outil que je conseille en fait à tous les soignants parce que nous vivons au quotidien des situations difficiles, tu l'as très bien dit dans une intervention SMUR, et clairement les émotions qui nous envahissent nous épuisent. Donc c'est quelque chose en fait que je conseille à tous soignants, et d'ailleurs nous avons ici au CHR Metz-Thionville un plan d'action où nous mettons régulièrement en place des formations auto-hypnose pour le personnel soignant justement depuis la pandémie parce qu'on a quand même un métier qui est difficile au quotidien. Bah merci beaucoup Nazmi, et puis peut-être juste une toute dernière question vraiment pour terminer la vidéo. Est-ce que avec l'hypnose, parce que c'est ça qui fait un petit peu peur on va dire, est-ce qu'on peut contrôler le cerveau via l'hypnose? Alors je vais rassurer tout le monde, non, parce que si je pouvais le faire ce serait très intéressant, un outil très intéressant. Il faut savoir que quand on est en hypnose, on a notre cortex moteur, c'est-à-dire la partie frontale en fait de notre cerveau qui est activée. C'est la partie de notre volonté, de notre pouvoir de décision, et elle est activée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire faire à quelqu'un sous hypnose ce qui est contraire à ses valeurs. Donc non, je ne peux pas prendre le contrôle du cerveau de quelqu'un, fort heureusement parce que ce serait très dangereux. Je travaille avec les demandes du patient. Donc aux urgences, ils veulent qu'on calme leur douleur. En consultation, ce sont des pathologies chroniques. Donc les patients viennent pour des objectifs précis qui leur sont propres. Donc on peut pas prendre le cerveau de quelqu'un et puis lui demander d'aller tuer quelqu'un par exemple, ou d'aller faire autre chose quoi. Ok, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre en commentaire si vous avez des questions via l'hypnose, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous mets également tous les contacts de Nazmi Eguler sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas également à la contacter si vous avez des questions spécifiques via l'hypnose. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sous la vidéo pour me soutenir, et à la prochaine. Salut!